J'ai cumulé 2 emplois pendant 8 ans pour financer les études de droit de mon frère. Le jour de son diplôme, il m'a poursuivi pour l'héritage de notre mamie Jeanne. Mais au tribunal, mon silence cachait mes preuves qui ont tout arrêté. Je m'appelle Kevin. J'ai 32 ans et je ne parle généralement pas de ma famille en ligne, mais après tout ce qui s'est passé, je pense que j'ai besoin de vider mon sac. Peut-être que l'écrire m'aidera à comprendre ces 8 dernières années. Ou peut-être que je suis juste fatigué de faire semblant de ne pas avoir été utilisé, piétiné et mis de côté comme une simple marchepied. Quoi qu'il en soit, cette histoire commence par une promesse que j'ai faite quand j'avais 24 ans et se termine dans une salle d'audience avec une seule question d'une juge qui a fait taire mon frère pour de bon. Je viens d'une de ces familles où les attentes sont lourdes, l'amour est conditionnel et les sacrifices sont rarement reconnus, encore moins rendus. Mes parents étaient très de vieille école, stricts, orgueilleux et obsédés par les apparences. Mon père travaillait dans la construction jusqu'à ce qu'une blessure au dos le mette en invalidité, et ma mère tenait une garderie à la maison pour aider à payer les factures. Nous n'étions pas pauvres exactement, mais chaque euro devait être étiré. Pourtant, ils avaient de grands rêves pour leur plus jeune fils, mon frère Jérémy. Jérémy a toujours été l'enfant prodige. Il avait de nouvelles chaussures chaque année scolaire, des fêtes d'anniversaire à thème, des tuteurs quand ses notes baissaient. Moi, en revanche, j'avais ce qui restait. Je ne le dis pas de manière amère. C'était juste comme ça. Je portais ces vêtements de seconde main, n'ai pas eu mon permis avant de pouvoir payer ma propre voiture et j'ai commencé à travailler à temps partiel à 16 ans. Mes parents disaient toujours, « Tu es fort, Kevin. Tu t'en sortiras. » Jérémy est différent. Il a besoin de plus de soutien. C'est devenu le mantra de ma jeunesse. À 24 ans, j'avais 2 emplois. L'un comme livreur le jour et l'autre à faire l'inventaire d'un entrepôt la nuit. Le sommeil était un luxe que je n'avais pas souvent. Mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que Jérémy venait d'entrer en fac de droit et que mes parents n'avaient pas l'argent pour l'aider. Il avait quelques bourses, mais il y avait encore des milliers d'euros en frais de scolarité, logement, livres et frais de subsistance à couvrir. Et d'une certaine manière, sans beaucoup de discussion, il était simplement entendu que je m'en occuperais. Je me souviens du moment exact où j'ai accepté. C'était un après-midi tranquille. Le soleil filtrait à travers les stores, et je venais de finir un double service. Je mangeais une part de pizza froide et essayais de rester éveillé quand ma mère s'est assise à côté de moi, tenant la lettre d'acceptation de Jérémy comme si c'était un ticket d'or. Elle m'a regardé, fière et pleine d'espoir, et a dit qu'il avait été accepté à temps plein pour 3 ans. Peux-tu l'aider, Kevin? Juste jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Il n'y a pas eu de « s'il te plaît ». Juste le genre de ton qui fait comprendre que vous n'avez pas vraiment le choix. J'ai hoché la tête. Qu'aurais-je dû faire d'autre? Alors, j'ai payé le loyer de son appartement, les courses, un ordinateur portable, des soins dentaires d'urgence un semestre, des manuels qui coûtaient plus que mon assurance auto mensuelle. J'ai pris des quarts supplémentaires, fait des piges, et même reporté l'obtention de mon propre appartement pour pouvoir continuer à vivre sans loyer chez ma mamie Jeanne. Je partais travailler à 8 heures, rentrais vers 1 heure du matin, m'écroulais sur un matelas dans le grenier et recommençais le lendemain. Pendant ce temps, Jérémy vivait le rêve étudiant. Groupe d'études, stages, événements de réseautage, même un voyage de printemps sur la Côte d'Azur. Il n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Au début, je me suis dit qu'il était juste stressé. La fac de droit est brutale, non? Il était probablement trop occupé ou débordé pour réaliser à quel point je travaillais. Je lui ai trouvé des excuses. J'ai laissé passer. J'étais fier de lui, sincèrement. Je pensais qu'un jour il réussirait. Il aurait du succès et il se souviendrait de qui l'avait aidé. Mamie Jeanne était la seule qui remarquait vraiment ce que je faisais. Elle était mon refuge dans cette maison. Elle avait cette façon de voir à travers les gens. Des yeux perçants, une langue encore plus acérée, mais des mains douces. Elle s'asseyait avec moi le soir quand je rentrais, me préparant du thé même si elle n'en buvait pas elle-même. « Tu travailles trop », disait-elle. Et ce garçon en profite. Je haussais les épaules et disais que c'était juste temporaire. Mais au fond, je pense que je savais qu'elle avait raison. Le manque de respect n'est pas venu d'un coup. C'était un lent ruissellement. D'abord, Jérémy se plaignait que je n'étais pas assez rapide pour envoyer l'argent. Ensuite,
il levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais être fatigué. J'arrivais avec les courses et il disait, « Tu n'as pas pris de lait d'amande ? Je t'ai dit que j'essayais de réduire les produits laitiers. » Une fois, je lui ai apporté le dîner après une journée de 15 heures de travail et il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable avant de marmonner, « Tu as oublié la sauce. » Je ne peux pas le manger sans la sauce. Ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. Mais je suis resté silencieux. J'ai continué à me montrer parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Tout a basculé la semaine où Mamie Jeanne est décédée. Sa santé déclinait depuis un certain temps, mais elle était toujours lucide. La nuit avant sa mort, elle m'a appelé dans sa chambre et m'a fait promettre quelque chose. « Kevin, dit-elle, tu as porté cette famille sur ton dos. Je veux m'assurer que tu es protégé. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je pensais qu'elle parlait juste de la vie, de la résilience. Mais ensuite, quelques semaines après les funérailles, le testament a été lu, et c'est là que tout a commencé à se défaire. Mamie Jeanne m'a laissé la maison. Pas seulement le grenier où je m'écroulais. Toute la maison. Elle était payée. Un modeste bungalow de 2 chambres, mais dans un quartier décent. Elle m'a également laissé un petit compte d'épargne qu'elle cachait au reste de la famille. Environ 38 000 €. Pour ton avenir, disait la lettre. Jérémy a aussi reçu une lettre. Elle était courte, une phrase. Tu n'as jamais dit merci. J'ai pensé qu'il serait blessé, peut-être même gêné, mais au lieu de cela, il est devenu froid. J'ai vu dans ses yeux pendant la lecture du testament cette étincelle de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'arrogance, peut-être. De la rage. Comme s'il avait été privé de quelque chose qu'il pensait mériter. Cette même nuit, il m'a pris à part et a dit, « Tu ne vas pas vraiment garder la maison, n'est-ce pas ?» J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu n'en as pas besoin, » a-t-il dit, comme si cela réglait la question. « Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Je viens d'obtenir mon diplôme de droit. Je suis sur le point de commencer ma vie. Tu as déjà eu ta chance. » Je suis resté là, sans voix. Après tout ce que j'avais fait, il pensait que c'était lui qui méritait mon héritage. Et ce n'était que le début. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de SMS passifs-agressifs, d'appels téléphoniques de nos parents m'exhortant à « faire ce qui est juste », et de menaces subtiles de Jérémy. Il n'avait même pas encore commencé son premier emploi, et il parlait déjà comme un avocat. « Techniquement, nous pourrions contester le testament », a-t-il dit lors d'un appel téléphonique tendu. Tu y vivais. Cela pourrait être considéré comme une influence indue. J'ai ri parce que cela semblait ridicule. Mais ensuite, la lettre est arrivée. Courrier recommandé. Langage formel. Une poursuite judiciaire. Jérémy me poursuivait. Il voulait la moitié de la succession, la moitié de la valeur de la maison, la moitié de l'épargne. Il prétendait que Mamie Jeanne était mentalement inapte lorsqu'elle a rédigé le testament, que je l'avais manipulé, que j'avais profité de sa gentillesse. Et, dans un cruel retournement de situation, il a cité mes propres relevés financiers comme preuve que je l'avais exploité en profitant de son logement pour m'enrichir parce que je n'avais pas payé de loyer. Mes mains tremblaient en lisant. Je ne savais même pas qu'il avait accès à mes relevés financiers. Je me sentais malade, trahi, et pire encore, mes parents se sont rangés de son côté. Il essaie juste de se construire un avenir, a dit ma mère. Tu n'as pas besoin de traîner ça devant les tribunaux. Vous pouvez le partager tous les deux. Soyez juste. Juste. Ce mot me hantait. 8 ans, 2 emplois, pas de vacances, pas de vie sociale, pas de vrai repos. Et d'une certaine manière, j'étais le cupide. J'ai pensé à transiger. Vraiment, juste pour que ça s'arrête. Mais ensuite, je me suis souvenu de la sauce, du lait d'amande, de la façon dont il me regardait comme si j'étais juste son livreur. Et je me suis souvenu de la voix de Mamie Jeanne. Je veux m'assurer que tu es protégé. Alors je n'ai pas transigé. J'ai engagé une avocate, une bonne, discrète, efficace et plus intéressée par la justice que par le théâtre. Nous avons construit notre dossier lentement, soigneusement. J'ai rassemblé les reçus, les SMS, les virements bancaires, les captures d'écran. J'ai tout documenté. Et quand la date du tribunal est enfin arrivée,
je suis entré dans cette salle, non pas comme le grand frère fatigué qui avait toujours fait ce qu'on lui disait, mais comme quelqu'un qui en avait assez d'être utilisé. La salle d'audience était petite, intime. Jérémy était assis en face de moi dans un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Son sourire narquois disait qu'il pensait que ce serait rapide, facile, que la juge me regarderait, les mains calleuses, la montre bon marché, la chemise défraîchie, et statuerait en sa faveur. Mais ensuite, la juge a ouvert le dossier et lui a posé une question, et tout a changé. Je n'ai même pas entendu la question au début. J'étais trop concentré sur le visage de Jérémy. Comme il avait l'air détendu, les bras croisés devant lui, les lèvres courbées dans ce sourire poli et travaillé qu'il avait probablement passé des heures à perfectionner devant le miroir pendant ses études de droit. Pour le monde extérieur, il ressemblait à un professionnel en devenir, une image d'ambition et de succès. Mais pour moi, il était toujours l'enfant qui simulait des maux de ventre pour éviter les corvées. L'adolescent qui m'avait laissé prendre le blâme pour avoir cassé la vitre de la voiture de papa. Le jeune homme qui n'avait jamais dit merci quand je drainais chaque once d'énergie que j'avais pour rendre son avenir possible. La juge s'éclaircit la gorge. Monsieur Berger, dit-elle en s'adressant à Jérémy, je vois ici que votre frère a transféré plus de 64 000 € sur votre compte sur 3 ans. Pouvez-vous expliquer la nature de ces paiements? Le tribunal se tut. Jérémy cligna des yeux une seule fois, comme s'il ne s'attendait pas à cette question si tôt. Puis il se déplaça sur sa chaise et dit nonchalamment, il m'aidait. C'était toujours la dynamique dans notre famille. Kevin a toujours été le type qui pourvoit. La juge ne broncha pas. Donc vous reconnaissez avoir reçu cet argent? Oui. Et vous croyez que cela vous donne droit à la moitié de la succession de votre défunte grand-mère? Jérémy eut un sourire forcé. Mon frère a vécu dans la propriété sans loyer pendant des années. Il avait un accès quotidien à elle et, étant donné son âge, je crois qu'une influence indue a joué un rôle dans la rédaction du testament. Je demande simplement à la Cour d'examiner si la succession a été distribuée équitablement. Il y avait encore ce mot, équitablement, comme si c'était une question de justice. La juge regarda de nouveau les papiers, feuilletant un document que nous avions soumis, celui que j'avais passé des heures à compiler ligne par ligne, virement, reçu d'épicerie, facture médicale, paiement de loyer. Note d'application de paiement disant des choses comme votre facture d'électricité ou frais de scolarité dus. Elle tapota son stylo sur le bureau. Donc, si votre frère n'avait pas fourni ce soutien, demanda la juge lentement, auriez-vous pu terminer vos études de droit? Jérémy hésita une seule seconde, mais ce fut assez long pour laisser une trace. Il ouvrit la bouche, probablement pour inventer une histoire sur la façon dont il aurait pu contracter des prêts ou travailler à temps partiel. Mais avant qu'il ne puisse répondre, mon avocate, maître Durand, se leva. Si je peux me permettre, votre honneur, dit-elle, nous avons un témoignage de soutien du bureau d'aide financière de l'université indiquant que le plaignant a épuisé ses bourses et ses aides dès sa 2e année. Le soutien de monsieur Kevin Berger a été la seule raison pour laquelle monsieur Jérémy Berger a pu rester inscrit à temps plein. Le sourire de Jérémy vacilla et pour la première fois je vis quelque chose derrière ses yeux. La panique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est juste là que les fissures ont commencé à apparaître. Le tribunal a ajourné pour la journée avec une demande de la juge pour plus de documentation. Dehors, Jérémy m'a suivi jusqu'au parking. Il avait l'air furieux. « Tu penses que ça va te faire passer pour un héros » siffla-t-il, baissant la voix. « Tu penses que tu vas gagner de la sympathie en exhibant des reçus » Je n'ai rien dit. Il s'approcha. « Tu veux jouer les martyrs ? Vas-y. Mais ne fais pas comme si tu ne profitais pas de Mamie Jeanne en vivant dans cette maison gratuitement. Allez, Kevin. Ce n'est pas toi la victime ici. Je voulais dire quelque chose. Vraiment. Mais ma bouche ne s'ouvrait pas. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais marre. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Comme un interrupteur s'est allumé. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas à me justifier. Je n'avais pas à supplier qui que ce soit de voir mon côté ou de justifier les années que j'avais passées à me sacrifier pour des gens qui me considéraient comme rien de plus qu'un tremplin. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas dit un mot, mais à l'intérieur, je planifiais déjà quelque chose de plus grand. Les semaines suivantes furent le chaos. Jérémy a intensifié les choses. Il a commencé à appeler les membres de la famille un par un,
inventant cette histoire selon laquelle j'avais manipulé Mamie Jeanne, l'avais isolée du reste de la famille et l'avais trompée pour qu'elle me laisse tout. Mes parents, bien sûr, ont cru chaque mot. Ma mère m'a appelé en pleurant un soir. « Kevin, tu ne peux pas juste lui donner une partie de la maison, a-t-elle supplié. Nous sommes une famille. Ne laisse pas cela nous déchirer. » Nous déchirer, ai-je dit doucement. Quand ai-je jamais fait partie de ça? Elle n'a pas répondu. La voix de papa a pris le relais. Fils, sois raisonnable. Tu n'es pas marié. Pas d'enfant. Tu peux trouver un appartement ailleurs. Jérémy a besoin de cette maison. Ils fondent une famille. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la familiarité du sentiment. Tu peux te débrouiller. Il en a plus besoin. Tu es fort. Jérémy est différent. J'avais 32 ans et il lisait toujours le même script. J'ai mis fin à l'appel et bloqué leur numéro pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à fouiller les affaires de Mamie Jeanne, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi qui m'aiderait émotionnellement, si ce n'est légalement. C'est là que je suis tombé sur le dossier rouge. Il était glissé derrière un vieux tiroir de commode, enveloppé dans un sac en plastique avec une note attachée, pour Kevin. N'utilise que si tu dois. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des lettres, des documents, une copie du testament, mais surtout, des enregistrements audio, des dizaines. Il s'avère que Mamie Jeanne avait discrètement enregistré des conversations dans la maison pendant les dernières années de sa vie. Elle m'a dit un jour qu'elle ne faisait pas confiance aux gens quand ils pensent que la vieille dame n'écoute pas. Je pensais que c'était une blague, mais elle était très sérieuse. J'ai passé 3 nuits à écouter ces enregistrements et ce que j'ai entendu m'a retourné l'estomac. Jérémy lui parlait comme si elle était un fardeau. Demandant de l'argent, criant quand elle disait non, se moquant même de ses pertes de mémoire. Tu ne te souviens pas, hein? Peut-être que Kevin devrait juste écrire le testament pour toi puisqu'il est ton préféré. Un enregistrement en particulier se distinguait. Il était daté de 3 mois avant sa mort. Sa voix était calme mais ferme. Je laisse la maison à Kevin. Elle a dit, c'est le seul qui l'a mérité. Jérémy n'a jamais dit merci. Tout ce qu'il fait, c'est prendre. Et un jour, il essaiera de prendre à Kevin aussi. Ce garçon a bon cœur. Il ne se battra pas à moins que je ne l'y force. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté assis dans le noir, écoutant sa voix encore et encore comme si elle s'enroulait autour de mes côtes brisées. J'ai apporté les enregistrements à Maître Durand le lendemain. Elle s'est assise en silence pendant un moment après les avoir écoutés, puis a hoché la tête lentement. Cela change tout. Jérémy, pendant ce temps, a redoublé d'efforts. Il a commencé à se présenter à la maison sans préavis. Un après-midi, je suis rentré du travail et l'ai trouvé sur le porche, faisant les 100 pas avec un presse-papier. « Qu'est-ce que tu fais là » ai-je demandé. « Évaluation » a-t-il dit sans lever les yeux. « J'obtiens des devis. Nous devrons partager la valeur. Tu ne vis pas ici. » Il a ricané. « Ni toi techniquement. » C'était ça. J'ai appelé la police. Il est parti avant leur arrivée, mais ce fut la goutte d'eau pour moi. La semaine suivante, nous avons demandé une ordonnance restrictive. Mon téléphone a explosé. Des messages vocaux de cousins, des SMS de ma tante. Ma mère s'est même présentée à mon travail, exigeant de me parler. Je les ai tous ignorés. J'avais passé ma vie à jouer le bon fils, le frère fiable, celui qui nettoyait les dégâts et maintenait la paix. Plus maintenant. Pas quand la paix coûtait ma dignité. Le procès était prévu pour 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, Jérémy a lancé une dernière campagne pour gagner le récit public. Il a publié sur Facebook un long message dramatique sur la trahison, sur la façon dont il avait tout sacrifié pour sa famille pour être trompé par les personnes qu'il aimait. Il ne m'a pas nommé, mais il n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde savait de qui il parlait. Les gens ont commenté. Certains l'ont défendu. D'autres sont restés silencieux. Mais un commentaire a attiré mon attention. Il venait de son ex-petite amie, celle qu'il avait fréquentée en fac de droit. Il disait simplement, « C'est drôle que tu aies omis la partie où ton frère a payé ton loyer pendant 3 ans. » Jérémy a supprimé le message 1 heure plus tard.
Et la veille de l'audience, il m'a envoyé un SMS. Juste 4 mots. Tu vas regretter ça, Kevin. Mais la vérité est que je ne l'ai pas fait parce que ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est que j'avais la voix de Mamie Jeanne enregistrée, documentée, honnête et d'une clarté douloureuse. Et quand la juge l'a pressée au tribunal, quand elle a posé des questions sur les 64 000 euros, les enregistrements, le schéma d'arrogance qui s'étendait sur près d'une décennie, j'ai vu tout s'effondrer sur son visage parce que ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette salle d'audience n'y était préparé. J'aimerais pouvoir dire que je suis entré dans cette salle d'audience le lendemain matin la tête haute, débordant de confiance, justifié et prêt à regarder mon frère se tortiller. Mais ce serait un mensonge. La vérité est que j'ai à peine dormi la nuit précédente. Mon estomac s'était tordu en nœuds si serrés que je pouvais à peine respirer. J'ai fait les 100 pas dans mon salon pendant des heures, fixant le dossier de preuves sur la table de la cuisine, les enregistrements de Mamie Jeanne, mes reçus de transfert, les documents légaux, et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, je me suis permis de poser une question que j'avais évitée pendant des mois. Et si je perds? Non seulement le procès, mais tout. Parce que soyons réalistes, il ne s'agissait pas seulement de la maison ou de l'argent ou même du testament. Il s'agissait de toute mon identité. Pendant 8 ans, je me suis dévoué à l'avenir de quelqu'un d'autre. J'ai repoussé mes propres rêves, mes propres objectifs, ma santé, mes relations, ma paix mentale, tout cela, pour le bien de Jérémy. Si un juge décidait que rien de tout cela n'avait d'importance, que tout pouvait être déformé et effacé par quelques subtilités légales et le charme arrogant de Jérémy. Qu'est-ce que cela disait de moi? Qui étais-je en dehors d'être celui qui maintenait tout ensemble? Je suis resté assis là à 2 heures du matin, les lumières éteintes. Une tasse de thé refroidissant dans mes mains. Le vieux mug de Mamie Jeanne avec le bord ébréché. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de pleurer. Pas de colère, pas même de tristesse, juste d'épuisement. Un épuisement absolu, profond. C'était le fond du gouffre pour moi. Non pas le procès, non pas la trahison, mais la prise de conscience que je ne savais pas qui j'étais si je ne me sacrifiais pas pour les autres. Ce matin-là, j'ai mis mon seul costume. Il était légèrement trop grand. Acheté pour un entretien d'embauche il y a des années que je n'avais pas obtenu. Je me suis regardé dans le miroir en essayant de réparer le col. Et pendant une seconde, j'ai failli rire. Jérémy entrerait au tribunal dans un ensemble sur mesure à 900 €, des chaussures brillantes et une coupe de cheveux qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'épicerie mensuelle. Moi, j'avais l'air de quelqu'un qui se battait en montée depuis une décennie. Mais pour la première fois, je n'ai pas détesté ce que je voyais parce que tout ce que j'avais fait, chaque cicatrice, chaque ride de fatigue sur mon visage, chaque euro que j'avais dépensé était réel, honnête, mérité. Et Jérémy, il était sur le point de découvrir à quoi ressemblait vraiment ce genre de force tranquille. Le tribunal ce jour-là fut différent. Jérémy ne souriait plus autant. Il avait l'air tendu, ses yeux fuyant vers la mallette de mon avocate plus d'une fois. Son nouveau costume avait l'air élégant, certes, mais ses mains n'arrêtaient pas de tirer sur les poignets, d'ajuster les boutons, de tapoter la table. Cette façade froide et polie qu'il portait comme une armure commençait à se fissurer. Et moi? Je n'ai pas dit grand-chose. Mais quand j'ai remis le dossier d'enregistrement à la juge, scellé, documenté, indexé par date et sujet, j'ai vu quelque chose changer dans la pièce. L'air est devenu plus lourd, plus lent. L'avocat de Jérémy a demandé une suspension. Elle a été accordée. C'est là que les choses ont commencé à s'effondrer pour lui. Tout d'abord, la juge a déclaré les enregistrements recevables. Mon avocate avait fait le travail, prouvant qu'ils étaient légaux en vertu des lois de notre État sur le consentement d'une seule partie, vérifiant la chaîne de possession, tout cela. L'avocat de Jérémy s'est opposé, bien sûr, mais ça n'a pas tenu. Ensuite, les enregistrements ont été diffusés un par un, non pas à toute la salle d'audience, juste à la juge en chambre. Mais nous pouvions tous entendre la lecture étouffée. La voix de ma Mamie Jeanne, puis la voix de Jérémy, aiguë, condescendante, cruelle, exigeant de l'argent, l'accusant de faire des préférences quand elle ne pouvait pas couvrir ses charges, même plaisantant sur le fait qu'il poursuivrait probablement Kevin pour la maison un jour. J'ai regardé son visage pendant la lecture. Il n'a pas scié, n'a pas bougé, mais sa mâchoire s'est serrée de plus en plus jusqu'à ce que je pense qu'il allait se casser une dent. Ce fut la chute. Mais ma victoire,
elle n'est pas venue en un seul moment dramatique. Elle est venue tranquillement, lentement au cours des mois suivants. Parce que les procès, contrairement à ce que les films vous disent, ne se règlent pas en un seul après-midi. Il y a des reports, des négociations, des demandes de documents, des requêtes déposées. C'est épuisant, coûteux, émotionnellement punitif. Mais j'ai persisté parce que je le devais. Non seulement pour gagner, mais pour guérir. Et dans cette phase lente et intermédiaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à vivre, vraiment vivre. Pour la première fois depuis près d'une décennie, je n'avais plus 2 emplois. L'entrepôt m'a laissé partir pendant la pandémie, et je n'avais pas repris de deuxième travail depuis. Au début, j'ai pensé que cela me briserait. Pas de travail d'appoint, pas de routine effrénée, juste du calme. Mais dans ce calme, j'ai trouvé de l'espace. De l'espace pour penser, pour respirer, pour me poser des questions que j'avais enfouies sous la responsabilité depuis trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais? Quel genre d'avenir pouvais-je construire pour moi-même, et non pour Jérémy? J'ai commencé petit, j'ai réparé le Porsche arrière de Mamie Jeanne. Elle avait voulu le réparer pendant des années. J'ai regardé des tutoriels YouTube, acheté le bois avec mon propre argent et l'ai fait planche par planche. Ensuite, j'ai réparé le robinet qui fuyait dans la cuisine, peint le grenier, réorganisé ses vieux albums photos. Chaque tâche, aussi banale soit-elle, ressemblait à un acte de reconquête. Puis un jour, j'ai sorti un vieux carnet de croquis du grenier. Je dessinais au lycée. J'ai arrêté vers le moment où j'ai commencé à jongler entre le travail et les quarts de nuit. Mais Mamie Jeanne avait conservé le carnet de croquis, rangé dans une boîte étiquetée « Affaire de Kevin ». Ne pas jeter. Je l'ai feuilleté. De mauvais personnages d'anime, des châteaux fantastiques, quelques autoportraits maladroits. J'ai ri. Puis j'ai pris un crayon et j'ai recommencé à dessiner. C'était étrange au début, comme porter des chaussures dont on avait oublié l'existence. Mais ensuite, ça s'est avéré juste. J'ai commencé à dessiner tous les soirs, parfois pendant des heures. Finalement, j'ai scanné quelques pages, les ai nettoyées numériquement et les ai mises en ligne. Je ne m'attendais pas à grand-chose, je voulais juste partager. Mais ensuite, les gens ont commencé à commenter, à aimer, à suivre. Quelqu'un m'a envoyé un message me demandant si je prenais des commandes. Ce n'était pas grand-chose, juste 50 € pour une illustration personnalisée, mais c'était le premier argent que j'avais gagné grâce à quelque chose de purement à moi depuis des années. Cela a allumé quelque chose en moi, alors j'ai continué. J'ai ouvert une petite boutique en ligne, j'ai commencé à travailler un peu en freelance sur le côté. Je ne suis pas devenu un influenceur artistique du jour au lendemain, mais lentement, tranquillement, j'ai commencé à construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépendait de l'approbation ou de la permission de personne d'autre. La nuit, je m'asseyais sur le porche fraîchement réparé avec une tasse de thé, utilisant toujours le mug ébréché de Mamie Jeanne, et je regardais le soleil plonger derrière le toit du voisin. J'écoutais les grillons, sentais l'air frais et pensais à tout ce que j'avais perdu. Mais plus important encore, je pensais à ce que j'avais gagné. Des limites, l'estime de soi, une vision pour mon propre avenir. Je n'étais plus la mule de la famille. J'étais juste Kevin et c'était suffisant. Mais pendant que je me reconstruisais tranquillement, Jérémy se désagrégeait tranquillement. La nouvelle s'est répandue. Les enregistrements ont fuité d'une manière ou d'une autre, probablement de quelqu'un au palais de justice, ou peut-être de l'avocat de Jérémy lui-même. Quoi qu'il en soit, l'audio a atteint quelques membres de la famille élargie, puis quelques amis communs. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne commencent à chuchoter. Puis les offres d'emploi se sont taries. Jérémy avait réussi le barreau, mais les cabinets ont commencé à annuler les entretiens. Adéquation culturelle est devenu le mot à la mode. Il ne m'a rien dit directement, mais j'ai appris par un cousin qu'il avait perdu 2 stages d'affilée. Apparemment, quelqu'un avait envoyé au cabinet une transcription de son témoignage au tribunal. Internet n'oublie jamais. Puis vint le désespoir. De nulle part, j'ai reçu un message de sa part. Juste 2 lignes. Parlons. Je veux arranger ça. Je l'ai regardé pendant 10 bonnes minutes. Je n'ai pas répondu parce qu'à ce moment-là, j'avais enfin compris que ce n'était pas à moi d'arranger ce désordre. Qu'il reste dans le silence pour une fois. Qu'il porte le poids. Mais je ne savais pas que Jérémy n'en avait pas fini.
Et sa prochaine initiative n'était pas seulement désespérée, elle était dangereuse. Parce que lorsqu'un narcissique commence à perdre le contrôle, il brûle toute la maison juste pour sentir la chaleur. Et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où Jérémy irait quand il réaliserait que le récit n'était plus entre ses mains. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai vu venir. Que j'ai reconnu les signes, le silence, le message, la tentative de paix trop tardive de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à prendre sans jamais rien donner en retour. Mais la vérité est que je pensais que Jérémy en avait fini. Je pensais que la fuite des enregistrements, les dommages à sa réputation, les conséquences de notre bataille juridique seraient suffisants. Je pensais qu'il finirait par reculer. Mais des gens comme Jérémy ne perdent pas. Pas dans leur propre esprit. Ils réécrivent l'histoire. Ils la tordent, l'éditent, coupent les parties qui les font paraître mauvais jusqu'à ce qu'ils croient leur propre fiction. Et si cela ne fonctionne pas, ils reviennent en frappant plus fort qu'avant. Alors, quand je n'ai pas répondu à son message, il l'a pris personnellement. Bien sûr que oui. C'est alors que les choses ont commencé à se produire. De petites choses au début, presque mesquines. Ma boîte aux lettres a été cassée 2 fois. Une fenêtre de ma voiture s'est fissurée mystérieusement pendant la nuit, comme si quelqu'un l'avait tapée avec une clé. Un matin, j'ai trouvé les mots « voleur » gravés sur le côté de mon camion. C'était toujours juste assez de dégâts pour m'énerver, pour me coûter du temps et de l'argent, mais jamais assez pour prouver que c'était lui. J'ai déposé des rapports de police. Rien n'en est ressorti, pas de témoins, pas de caméra, juste des soupçons et une intuition grandissante dans ma poitrine qui me disait que ce n'était pas fini. Loin de là. Pourtant, je suis resté calme. J'ai continué à réparer ce qu'il cassait, à repeindre, à réparer, sans réagir, parce que j'avais déjà commencé à planifier quelque chose de plus grand. Cela a commencé par une visite aux archives départementales. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais au début. Peut-être juste une clôture, peut-être des réponses. Mais une partie de moi se demandait si Mamie Jeanne n'avait pas laissé autre chose, des documents, des notes, peut-être même une autre lettre. Elle avait toujours été méticuleuse, presque paranoïaque. Elle gardait des copies physiques de tout. Elle croyait que les enregistrements numériques étaient plus faciles à effacer. J'ai passé des heures à fouiller dans des dossiers papier, de vieux documents d'impôts fonciers, des lettres scannées qu'elle avait soumises au département. La plupart étaient des choses standards jusqu'à ce que je trouve le transfert de propriété. Elle ne m'avait pas seulement laissé la maison dans son testament. Elle m'avait cédé le titre de propriété avant son décès, presque 6 mois avant. Et annexée au dossier se trouvait une lettre notariée qu'elle avait écrite expliquant pourquoi. Elle disait « Mon petit-fils Kevin a vécu avec moi pendant plus d'une décennie. Il m'a fourni des soins, une aide financière et de la compagnie sans attente. Je transfère le titre de propriété plus tôt pour éviter toute confusion à mon décès. Mon autre petit-fils, Jérémy, n'a pas été impliqué dans mes soins et n'a montré qu'un intérêt financier pour cette propriété. C'était daté, notarié, témoigné et enregistré correctement, ce qui signifiait que tout le procès de Jérémy était mort dans l'œuf. Même si le testament avait été annulé, ce qui ne serait pas le cas, la maison ne faisait plus partie de la succession. Elle était à moi, légalement et proprement. Pas de contestation, pas de lacune, pas de zone grise. Je suis resté assis là, dans la salle d'archives calme et éclairée au néon, lisant la lettre encore et encore, mon cœur battant. Ce n'était pas seulement une protection. C'était un message. Mamie Jeanne avait su. Elle avait vu ce qu'était Jérémy avant même que je ne le voie. Et elle s'est assurée qu'il ne puisse pas toucher à ce que j'avais construit avec elle. Cela a tout changé parce que maintenant j'avais un avantage. Et pour la première fois, je pouvais me battre à mes conditions. J'ai copié les documents de propriété, scanné la lettre, fait plusieurs sauvegardes, les ai stockés sur un disque dur dans un stockage cloud, et imprimé des copies supplémentaires. Une pour mon avocate, une pour mon coffre-fort, et une que j'ai gardée dans mon camion juste au cas où. Ensuite, j'ai appelé Maître Durand. Quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, il y a eu une pause, puis un petit rire lent et entendu. Eh bien, dit-elle, c'est une sacrée carte maîtresse. Elle a recommandé d'attendre. Laisser Jérémy continuer à pousser. Le laisser continuer à creuser son propre trou. Et le moment venu, nous avons laissé tomber l'acte comme un marteau. Mais je n'en avais pas fini. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de gagner. Il s'agissait de révéler.
Jérémy avait construit toute son identité sur un mensonge. Qu'il était l'enfant prodige autodidacte, l'avocat à succès qui s'était élevé par ses propres moyens tandis que son frère aîné raté profitait de leur gentille vieille mamie Jeanne. Cette histoire, c'est ainsi qu'il obtenait des stages, qu'il travaillait, qu'il trompait ses amis, ses professeurs, ses petites amies, ses collègues, et j'allais la déchirer en deux. Alors, j'ai commencé à rassembler non seulement des documents juridiques, mais des histoires, des témoignages, des preuves. J'ai contacté son ex, celle qui avait commenté son message Facebook. Au début, elle hésitait, naturellement, mais une fois que j'ai expliqué ce qu'il essayait de faire, elle s'est ouverte. Il s'avère qu'elle lui avait prêté près de 5 000 € pendant leur relation. Il ne l'avait jamais remboursé. Elle avait toujours les relevés de virement et les SMS où il promettait qu'il le ferait. Elle me les a envoyés. J'ai trouvé un autre camarade de classe qu'il avait ignoré après avoir emprunté de l'argent pour des manuels. Un gars à qui il avait promis de rembourser après son premier stage. Ça n'est jamais arrivé. Ce gars avait les emails pour le prouver. J'ai contacté un ancien colocataire. Jérémy avait manqué 3 mois de loyer avant de déménager subitement. Il n'a jamais répondu aux SMS, n'a jamais envoyé l'argent. Pièce par pièce, j'ai construit un schéma. Jérémy ne se contentait pas de prendre à moi. Il prenait à tout le monde. Et puis j'ai fait quelque chose qui, avec le recul, a pu être mesquin, mais c'était aussi stratégique. J'ai créé un blog, anonyme au début, intitulé « Bâti sur des mensonges ». J'ai posté mon histoire. Juste les faits, pas de nom, pas de détails identifiables, juste une histoire sur 2 frères. L'un qui a tout sacrifié pour l'autre et l'autre qui l'a remboursé en le poursuivant pour une maison qu'il n'avait jamais méritée. J'ai inclus des captures d'écran, rédigé mes réels, des reçus, des citations, des journaux intimes avec permission. J'ai lié la chronologie. J'ai montré les chiffres. Cela n'est pas devenu viral, mais cela a pris de l'ampleur tranquillement. Quelques dizaines de partages, puis quelques centaines. Quelques subreddits juridiques l'ont repris. Un forum d'étudiants en droit en a discuté. Un utilisateur a commenté, quel que soit ce gars, Jérémy, j'espère que la juge l'enterrera. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin parce que j'avais quelque chose d'encore mieux que la sympathie d'Internet. J'avais un plan. Le tribunal était sur le point de reprendre. Jérémy avait déposé une autre requête. Cette fois-ci, il essayait de geler les actifs de la succession jusqu'à une décision finale. C'était une tactique de temporisation, mais cela nous a forcés à retourner au tribunal. C'est à ce moment-là que Maître Durand m'a donné le feu vert. Allons-y en public, a-t-elle dit. Vous n'avez rien à cacher. Nous avons donc déposé une requête en irrecevabilité. Joint à la requête, l'acte de transfert de propriété notarié, la lettre de mamie Jeanne, les relevés financiers et une demande reconventionnelle pour les frais de justice, les dommages-intérêts et les sanctions pour poursuite abusive. Nous avons signifié à Jérémy 2 jours avant l'audience, et c'est là qu'il a craqué. Je ne l'ai pas su au début, mais plus tard cette semaine-là, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma porte d'entrée grande ouverte. J'ai figé. Elle avait été enfoncée violemment, des éclats partout sur le porche, des meubles renversés, des tiroirs vidés. Mon ordinateur portable avait disparu. De même que le disque dur externe que j'utilisais pour les sauvegardes. Au début, j'ai paniqué. J'ai pensé que tout était parti. Mais Jérémy avait fait une erreur. Il n'a pas trouvé l'enveloppe scotchée derrière le chauffe-eau, celle avec une sauvegarde complète. Il n'a pas non plus réalisé que mes fichiers les plus importants n'étaient pas stockés localement, mais dans un stockage cloud crypté avec des mots de passe que je n'ai jamais écrits nulle part physiquement. J'ai appelé la police, déposé le rapport. L'officier qui a répondu m'a demandé si j'avais des suspects. Je n'ai pas donné son nom. Je n'avais pas besoin de le faire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu penses vraiment que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Ce fut sa dernière erreur parce que je l'ai apporté directement à la juge. Et la prochaine audience ne portait plus seulement sur la maison. Elle portait sur lui. Et je n'avais même pas encore utilisé ma dernière carte parce qu'il y avait un enregistrement de plus que mamie Jeanne avait laissé. Un que je n'avais pas encore soumis. Un qui ferait tomber la salle d'audience dans un silence complet. Mais je le gardais pour le moment parfait. Le moment où Jérémy penserait qu'il avait encore une chance.
Le moment où il se lèverait au tribunal et mentirait une dernière fois. Et je pourrais enfin dire, passez la bande. Ça ne s'est pas produit d'un coup. La vengeance. La vraie vengeance, celle qui ne fait pas seulement du bien, mais qui reste, ne vient pas dans une explosion. Elle vient dans une série de petites décisions intentionnelles. Contrôlée, patiente, impitoyable, sans jamais élever la voix. Cette dernière date d'audience est tombée un jeudi matin gris. Il avait plu la veille, et le parking du palais de justice était glissant, plein de flaques, et presque vide. Je suis arrivé tôt, je suis resté un moment dans mon camion, fixant le bâtiment. Mes mains étaient fermes. Mon esprit était clair. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais même plus en colère. J'étais prêt. À l'intérieur, la salle d'audience s'est remplie lentement. Mon avocate, Maître Durand, m'a salué d'un petit hochement de tête. Il est là, a-t-elle dit simplement, jetant un coup d'œil derrière moi. Je me suis retourné pour voir Jérémy entrer, flanqué de son avocat. Mais il avait l'air différent maintenant, dégonflé. Ses cheveux étaient trop longs, sa posture un peu avachie, ses costumes autrefois impeccables maintenant froissés et fatigués. Pas de sourire narquois, pas d'arrogance, juste de la tension derrière les yeux. Comme un homme qui avait passé des mois à essayer de recoller les morceaux d'une image publique qui ne cessait de s'effondrer. La juge est entrée. Tout le monde s'est levé. L'audience a commencé. L'avocat de Jérémy a lancé un discours sur les malentendus, sur les tensions familiales, sur le fait que Jérémy n'avait agi qu'en toute bonne foi. Il a dépeint l'image d'un homme qui s'était vu refuser son héritage légitime et qui ne cherchait que ce qui était juste. C'était creux. Tout le monde dans la salle le sentait. Puis ce fut notre tour. Maître Durand n'a pas pris la peine de faire du théâtre. Elle a laissé les preuves parler. Elle a soumis les documents complets de transfert de propriété, la lettre notariée, les relevés financiers et notre motion de rejet. Puis elle a calmement présenté notre demande reconventionnelle pour les frais de justice, les dommages-intérêts et les sanctions pour poursuite abusive. La juge a tout examiné en silence. Puis elle a regardé Jérémy. Monsieur Berger, dit-elle, je trouve profondément préoccupant que vous ayez poursuivi cette action en justice malgré des documents clairs montrant que la propriété ne faisait plus partie de la succession de votre grand-mère. Je suis encline à statuer en faveur de la motion de rejet du défendeur. Jérémy s'est agité sur sa chaise. Il a ouvert la bouche et c'est là que j'ai su, c'est ça. Il pensait toujours qu'il pouvait s'en sortir en parlant. Je comprends que l'acte de propriété a été transféré, commença-t-il. Mais si je pouvais juste clarifier la situation concernant l'arrangement de soins. Il s'apprêtait à tourner l'histoire, à raconter une histoire triste. Il voulait de la sympathie, jeter le doute, brouiller les pistes. J'ai regardé la juge. Votre honneur, ai-je dit, me levant lentement. Avec votre permission, il y a une dernière pièce à conviction que j'aimerais soumettre. Elle hocha la tête. J'ai tendu la main dans ma mallette et j'ai sorti une seule clé USB étiquetée de ma propre écriture, 14 décembre, cuisine. La juge a fait un signe. Un huissier a apporté l'ordinateur portable. L'audio a commencé à jouer. C'était calme au début, juste un bruit de vaisselle en arrière-plan. La voix de ma mamie Jeanne, fatiguée, mais lucide. Puis la voix de Jérémy, aiguë, pleine d'arrogance, indéniable. Je me fiche de ce que dit ton testament, mamie. Tu sais que Kevin va le déformer. Il le fait toujours. Tu es vieille. Tu ne te souviens pas des choses. Bon sang, je pourrais prendre cette maison demain et il me laisserait faire. Tu penses qu'il est fort? Il est faible. Il existe pour nous soutenir. C'est tout ce à quoi il est bon. Il y eut une pause. Puis ma mamie Jeanne, d'une voix fatiguée mais ferme, dit, alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un te lâche. La salle d'audience se tut. Le visage de Jérémy devint pâle. Son avocat se pencha, lui chuchotant quelque chose, mais il n'écoutait pas. Il resta assis là, clignant des yeux comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. La juge le regarda longuement, puis se tourna vers Maître Durand. La motion de rejet est accordée. Le défendeur conserve la pleine propriété de la propriété. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera examinée. Clac. Coup de marteau. C'était fini. Jérémy se leva lentement.
Il ne me regarda même pas. Il se tourna et sortit de la salle d'audience, le visage tendu, les poings serrés. Il ne dit pas un mot. Mais je n'en avais pas fini. Dehors, le soleil était sorti, perçant les nuages gris. Je me tenais sur les marches du palais de justice, le regardant s'éloigner vers le parking. Je ne l'ai pas suivi. Je n'avais pas besoin de le faire parce que la vengeance n'était pas seulement de le battre au tribunal. C'était tout ce qui venait après. Les conséquences sont venues plus vite que je ne l'avais prévu. 2 jours plus tard, l'histoire a éclaté en ligne. Quelqu'un a lié les dossiers du tribunal à mon blog. Quelques médias juridiques l'ont repris. Pas un scandale en première page, mais une ondulation silencieuse et humiliante. Assez pour faire des vagues dans les cercles qui importaient à Jérémy. Stage annulé. Une révision de l'éthique du barreau lancée. Les professeurs de droit ont désavoué son comportement. D'anciens amis l'ont publiquement désabonné. Même ses ex se sont manifestés anonymement sur des forums, partageant leurs propres histoires. Le récit n'était plus à lui de contrôler. Il a essayé de riposter, a publié une déclaration en ligne, une vague non-excuse sur les traumatismes familiaux et les erreurs de communication. Mais personne ne l'a cru. Son nom est devenu synonyme, dans un coin de niche d'Internet, d'arrogance et d'autodestruction. Et moi? Je suis rentré chez moi, dans la maison, sur le porche que j'avais reconstruit, les murs que j'avais peints. La cuisine où Mamie Jeanne et moi avions fait du thé. J'ai planté un jardin en son honneur, juste un petit. Des marguerites et des tulipes. Elle aimait les tulipes. J'ai placé un banc près de lui, poncé et teinté à la main. Sur le banc, j'ai gravé une citation, « Les forts portent, mais même méritent du repos. » La vie ne s'est pas arrangée comme par magie après cela. Je ne suis pas devenu riche ou célèbre. J'avais encore des factures, des délais, des responsabilités, mais j'avais la paix. J'avais des limites. Et lentement, j'ai commencé à laisser entrer de bonnes personnes. J'ai renoué avec une vieille amie qui dirigeait un studio de design. Je lui ai montré mes dessins. Une chose en entraînant une autre, et j'ai commencé à travailler à temps partiel sur des concepts de mise en page pour des livres pour enfants. Rien de fantaisiste, mais ça payait et ça me semblait juste. Je me suis reconstruit de la même manière que j'avais reconstruit ce Porsche. Soigneusement, pièce par pièce. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jérémy. La dernière fois que j'ai vérifié, il avait déménagé hors de l'État, essayant de prendre un nouveau départ. Mais je le connais. Il continuera à inventer de nouvelles versions de l'histoire, essayant d'effacer les parties qui font mal. Laissez-le faire. Parce que je ne le porte plus. Je ne porte plus personne qui ne lèverait pas le petit doigt pour moi. Et quand je m'assois sur ce banc, une tasse de café à la main, le soleil frappant les tulipes, je me souviens ce que ça fait de vivre enfin ma vie à mes propres conditions. Non pas comme la béquille de quelqu'un, non pas comme le bouc émissaire de quelqu'un, juste comme moi, Kevin. L'homme qu'ils ont sous-estimé. L'homme qu'ils ont utilisé.